Et ça veut dire qu'il va être aussi disponible sur le web. Donc, je vais le mettre sur YouTube, puis je vais aussi le mettre sur la page de la communauté de pratique, dont je vais vous donner les coordonnées un petit peu plus tard. L'adresse, en fait, du site web un peu plus tard. Donc, si jamais vous voulez le revisionner ou vous voulez le partager avec quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui, ben, ça pourra se faire. Donc, comme je disais, je suis travailleuse sociale de formation, de profession, et j'ai fondé en 2015 un cabinet là, de consultation en promotion de la santé psychologique au sein des organisations qui s'appelle les Points d'équilibre. Dans le cadre de mes activités avec les Points d'équilibre, j'ai commencé en 2016 à offrir des activités spécifiquement pour les travailleurs sociaux et pour les intervenants sociaux. Donc, j'avais un intérêt évidemment parce que je suis moi-même travailleuse sociale, puis je voulais développer des activités vraiment pour cette population de travailleurs-là. Donc, il y a eu un webinaire aussi l'année passée sur le co-développement avec une activité réseautage qui a eu lieu à Montréal. Il y a eu un atelier d'initiation au co-développement, un groupe de co-développement, donc plusieurs choses qui se sont passées. Puis, en voyant un peu là, toute l'activité alentour de ça, j'avais le goût de solidifier un peu la démarche, la rendre un peu plus formelle. Donc, j'ai fondé la communauté de pratique, une communauté d'équilibre, qui chapeaute maintenant un peu les activités dont le webinaire là, que je vous offre aujourd'hui. Donc, j'ai fondé ça en 2017. C'est vraiment pour s'adresser, comme je disais, aux travailleuses et intervenantes sociales. La mission spécifique de la communauté d'équilibre, c'est vraiment de soutenir la reprise de pouvoir et de sens des personnes qui travaillent en intervention sociale sur leur pratique professionnelle. Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, qui m'est souvent rapporté, qu'il y a une perte de sens, perte de pouvoir sur la pratique. Puis je trouvais ça important qu'on se donne un lieu pour discuter de ça, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre pouvoir et sens sur notre pratique professionnelle. Donc, c'est la mission que j'ai décidé de donner à la communauté. Puis, ça se fait à travers 2 axes d'intervention. Le premier axe, c'est de fournir de l'information pour améliorer la satisfaction vis-à-vis de la pratique professionnelle. Donc, c'est un peu le mandat ou l'objectif d'aujourd'hui. Hein, c'est vraiment une activité d'information. Et le deuxième axe, c'est d'animer des activités de groupe pour favoriser les échanges, le partage de savoir, le partage d'expérience entre les membres de la communauté. Donc, à la suite du webinaire aujourd'hui, il va y avoir une activité réseautage qui va être organisée à Montréal au début novembre, le 8 novembre. Donc, je vais vous donner plus d'informations là-dessus aussi tantôt. Et ça va être un peu la suite du webinaire. Donc, ceux qui auront participé au webinaire ou non, là, qui auront envie de partager alentour de la surcharge pourront se rencontrer à Montréal puis discuter des solutions, des moyens qu'ils auront trouvés puis mis en place pour mieux vivre la surcharge de travail ou en tout cas la vivre différemment. Donc, c'est un peu les axes là, que j'ai cernés, dans le fond, là, pour alimenter la communauté de pratique. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui, c'est assez simple. L'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre les facteurs qui influencent la charge de travail. Des intervenantes et travailleuses sociales. Je vais mettre l'accent particulier là, sur intervenantes et travailleuses sociales parce que c'est probablement votre cas aujourd'hui. C'est vous que j'ai invité. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui influence ça. Puis le plan, en fait, les thèmes que je vais aborder, le premier, c'est pourquoi parler de surcharge de travail. On va se donner un peu un contexte, là, pourquoi c'est si important d'en parler. On va parler des conséquences de la surcharge à la fois sur les personnes, les individus, mais aussi sur les organisations. On va parler de charge de travail en tant que tel, c'est-à-dire de quoi s'agit-il? Parce que je vais le répéter à plusieurs reprises là, dans le cadre du webinaire, c'est vraiment important, je pense que cette idée-là passe aujourd'hui dans le webinaire. La charge de travail, c'est pas juste une question de quantité de travail, c'est pas juste un nombre de dossiers ou un nombre de clients ou un nombre de suivis, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs qui jouent, donc c'est pas juste une question quantitative. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement, puis qu'est-ce que ça implique. Quand on parle de charge de travail, c'est quoi les concepts un petit peu alentour de ça, de façon simple et succincte. Ensuite, on va nommer les facteurs justement qui influencent la charge de travail, le sentiment de surcharge. Je vais vous laisser avec quelques pistes de réflexion que vous pourrez, si vous voulez, mijoter à votre tour après le webinaire entre vous ou seul. Puis, on va terminer avec une période de questions. Vous pourrez partager soit vos questions ou vos commentaires aussi, si vous voulez. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Ça sera une période libre pour vous pour me partager vos préoccupations. Donc, si ça vous va, ça va pour tout le monde. On passerait au premier thème. Pourquoi parler de surcharge de travail? Bien, on en parle parce que c'est un thème d'actualité, c'est important d'en parler. Puis la raison majeure, en fait, c'est que le monde du travail se transforme. Et ça, on l'observe depuis déjà 2-3 décennies, 20-30 ans. Le travail, il y a 30 ou 40 ans, c'est pas la même chose que c'est aujourd'hui. Donc, on observe plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'intensification du travail. Quand je parle d'intensification, je parle pas juste de quantité. Oui, il y a plus de travail, effectivement.
chaque poste ou dans chaque emploi, on sent qu'il y a plus de tâches à faire, plus de responsabilités, plus de choses à accomplir. Mais il y a aussi une question de rythme et de vitesse. Les choses vont plus vite. Les changements, la société change rapidement, ce qui oblige les organisations aussi à s'adapter plus rapidement. Et ça crée une certaine pression aussi sur les travailleurs et les gestionnaires. Et il y a aussi toute la question des nouvelles technologies, bon, qui sont moins nouvelles maintenant, là, l'Internet, ça fait un bout que ça existe, mais il y a toutes sortes d'éléments ou d'applications qui sont nouvelles, qu'il faut intégrer dans notre travail, entre autres en travail social. Bon, dans le réseau, il y a toutes sortes d'outils maintenant qu'on doit utiliser, qui sont fréquemment modifiés, auxquels il faut s'adapter. Donc, toutes ces nouvelles technologies, nouveaux outils, ben, ça crée une pression, puis ça crée une forme d'intensification du travail. Un deuxième élément qu'on observe, c'est une augmentation des exigences de compétitivité et de rentabilité. Donc, c'est beaucoup le discours du faire plus avec moins. Et ça, on l'entend partout. On l'entend dans le réseau public, mais on l'entend aussi dans l'entreprise privée et même dans le communautaire. Donc, on essaie de faire plus avec moins pour que ça coûte le moins cher possible puis qu'on ait le plus de résultats possible. Évidemment, quand on veut faire plus avec moins, bien, on crée aussi une forme de pression sur les travailleurs. Et un troisième élément qu'on observe, c'est aussi la multiplication des restructurations puis des changements organisationnels. Ça aussi, on le voit évidemment dans le réseau. Là, pour ceux qui sont en ce moment dans le réseau, vous l'observez depuis déjà quelques années. Et dans l'entreprise privée, c'est la même chose. On le voit partout. Comme je disais, la société change rapidement, puis les organisations doivent s'adapter, ou en tout cas tentent de s'adapter, puis s'adaptent souvent en restructurant, en modifiant, en changeant. Donc, ce qui fait qu'on a à s'adapter nous aussi comme travailleurs. Donc, je vais juste faire un petit... je m'excuse pour... Oups! Je suis désolée. Je vais changer. Excellent. C'est bon. C'est un petit problème technique. Excellent. Donc, je vais remettre le diaporama. Désolée pour la petite interruption. Donc, le champ des services sociaux s'adapte aussi à ces transformations-là. Hein. Donc, on n'est pas... on est influencé, on fait partie de la société, donc je veux pas, on est influencé aussi par ça. Donc, ce qu'on observe, c'est un mode de financement un peu particulier, entre autres dans le milieu communautaire, là, un mode de financement de moins en moins pour la mission et de plus en plus par projet, ce qui va fragiliser la situation financière et les conditions de travail. Dans les ressources publiques, on voit des coupures de ressources. Les exigences accrues d'efficience, de reddition de comptes. Donc, on a toujours eu à rendre des comptes, c'est normal quand on reçoit des sous publics qu'on a à rendre des comptes. Mais maintenant, les processus de reddition de comptes sont de plus en plus exigeants. Donc, ça gruge du temps. Hein. Le temps qu'on met sur la reddition de compte, on ne le met pas sur le développement de services ou on ne le met pas sur l'offre de services. Donc, ça aussi, ça a un impact. Des modalités de gestion privée appliquées au domaine public. Donc, la nouvelle gestion publique, vous avez peut-être été plusieurs à en entendre parler. Et il y a aussi une complexification des situations cliniques, que moi, je relie beaucoup à l'intensification du travail. Là. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que les situations qu'on rencontre vont présenter plus de problématiques, vont être plus complexes, vont avoir des enjeux éthiques très délicats, peut-être plus qu'auparavant. Il y a beaucoup tout le volet légal aussi dans plusieurs situations maintenant là, qui est de plus en plus présent. Donc, tout ça, ça crée aussi une forme de pression, ça crée des exigences plus importantes, puis ça a un impact sur la façon dont on fait notre travail puis la charge qu'on peut ressentir. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on parle de charge de travail. Oups. Ensuite, donc, une fois qu'on a dit pourquoi on veut en parler, c'est important de parler des conséquences. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas de conséquences, on n'en parlerait pas. Hein. Si on en parle autant, c'est parce que ça a des impacts. Donc, le premier impact, c'est sur les personnes, les individus. Donc, on observe, une des premières choses qu'on observe, c'est l'augmentation des troubles musculo-squelettiques. Parce qu'on sait maintenant que le stress a un impact sur la santé physique. On sait que le stress a des impacts qui créent des problèmes de santé physique. Donc, quand on a de la surcharge de travail, ben ça crée du stress. Et puis, ça fait en sorte que on va avoir plus de problèmes de santé physique. Donc, les troubles musculo-squelettiques, on parle de douleurs musculaires, problèmes de dos, migraines, donc tous des troubles de cette nature-là. Un autre élément, une autre conséquence, c'est tout ce qui touche la santé psychologique. Donc, on peut voir que la surcharge est souvent associée à de la détresse psychologique, à l'épuisement professionnel, l'anxiété, la dépression. Et un autre élément aussi un des impacts de la surcharge, c'est l'augmentation des accidents ou des erreurs professionnelles. Parce que quand on est surchargé, non seulement ça l'affecte, oui, le volet psychologique, mais le volet cognitif aussi. On est moins efficace cognitivement. Ça affecte donc la prise de décision. Ça arrive qu'on prenne des moins bonnes décisions parce qu'on est trop surchargé, on n'arrive pas à bien cerner les enjeux ou ça devient plus difficile, on a un problème de concentration, tout ça. Donc, ça fait qu'on augmente beaucoup le risque à la fois pour l'intervenant qui se place dans des situations inconfortables ou risqué pour lui-même dans sa vie professionnelle, mais aussi pour la clientèle, les participants, les usagers, qui sont souvent les tributaires, dans le fond, des décisions qu'on va prendre. Là. Oups, je me suis trompée. Et voilà. Conséquences, ben, c'est aussi sur les organisations, hein, donc les personnes, mais les organisations vivent aussi les conséquences de la surcharge. Donc, des employés surchargés vont être plus souvent absents, soit pour des congés de maladie à la journée, mais ça peut être aussi des congés
en arrêt de travail, donc moyen ou long terme. Donc, il y a plus d'absentéisme. Il y a aussi une augmentation du présentéisme. Donc, le présentéisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'aller travailler même quand on est malade et qu'on n'est pas en état de travailler. Donc, une personne, parce qu'elle a une grande loyauté par rapport à l'organisation, parce qu'elle ne veut pas montrer qu'elle n'est pas bien, qu'elle est malade, va aller quand même travailler, mais ne va pas être aussi efficace, évidemment, ni productive, ni aussi présente, si on veut, là, pour faire les tâches qu'elle doit faire. Le roulement de personnel, c'est aussi une autre conséquence. Donc, souvent, quand on est surchargé, on n'a pas envie de rester, on a envie de se trouver un autre emploi où on va être justement moins surchargé, on va avoir des meilleures conditions de pratique. Donc, c'est difficile de retenir le bon personnel quand on a une organisation qui surcharge ses employés. Un autre élément, c'est un problème de qualité. Donc, ça veut dire que le travail, il est parfois moins bien fait. On va tourner plus les coins ronds, on va omettre certaines choses, on va essayer d'éviter les choses qu'on sent pas qui sont nécessaires. Pas parce qu'on le veut, hein, c'est important de le dire, c'est pas parce que les employés veulent mal faire leur travail. Au contraire, ils veulent bien le faire. Mais quand ils en ont trop à faire, ben, ils essaient de trouver des stratégies pour le faire. Mais ça fait aussi parfois que le travail est de moins bonne qualité. Et une augmentation des plaintes de la clientèle. Ça va aussi de pair. Hein. S'il y a beaucoup de roulement de personnel, s'il y a moins de qualité, si les gens sont plus absents, ben la clientèle en ressent les effets. Puis, dans certaines situations, ne vont pas hésiter à le dire, à faire des plaintes ou à faire des demandes là, à l'organisation par rapport à ça. Donc, la charge de travail, de quoi s'agit-il? Donc, je trouvais ça important qu'on puisse se donner un petit modèle théorique. Là, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais au moins comprendre de quoi on parle, parce que comme je l'ai dit, puis je vais le redire encore, charge de travail, ce n'est pas que quantité de travail, c'est aussi qualitatif, il y a plein d'éléments qui jouent. Donc là, je vous présente un petit schéma assez simple. Donc, vous voyez, bon, il y a la charge prescrite en haut à droite, les ressources, la charge réelle, charge vécue, les conséquences et les processus organisationnels. On va revoir tous ces concepts-là rapidement, je vais les définir, puis je vais revenir après, je vais remontrer là, le schéma pour qu'on puisse les mettre ensemble, faire des liens. Là. Donc, la charge de travail, donc pour définir d'abord quelques concepts. Donc, la charge prescrite. De quoi on parle quand on parle de charge prescrite? C'est en fait toutes les contraintes exigées par l'organisation. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire, dans le fond? C'est quoi la performance qui est attendue de vous? C'est quoi les tâches que vous devez performer? C'est quoi les processus en place pour faire ces tâches-là? Donc, toutes les demandes qu'on vous fait comme travailleur. Ça inclut aussi les ressources et les outils fournis par l'organisation. Ah, je veux juste vérifier. Ah, j'ai quelqu'un qui vient de me... Oups. Donc, je m'excuse, je vais faire un petit arrêt. Apparemment, les gens ne voient pas toutes les diapos. Je vais rechanger. Désolée pour ce petit changement. OK. Donc, j'espère que tout le monde voit les diapositives maintenant. OK, voilà. OK. Donc, j'ai fait 2-3 petits trucs là, pour m'assurer que tout le monde voit les diapos, que tout le monde... je vais relancer le diapo. Désolée encore une fois. Donc, dans la charge prescrite, donc je disais, c'est les contraintes de l'organisation, puis c'est aussi les ressources que l'organisation donne aux employés pour faire leur travail. Donc, ça peut être des ressources physiques, matérielles, mais ça pourrait être aussi, par exemple, la supervision clinique. Ça aussi, c'est une ressource qu'on peut utiliser. C'est important de savoir que c'est pas une description de tâche. Hein. La description de tâche d'un travail social dans le réseau, par exemple, ou même dans le communautaire, elle reste pas mal la même. Là. Bon, je pense que dans les 10 dernières années, les descriptions de tâches n'ont pas changé tant que ça, mais je pense qu'un travail social vous dirait que le travail a changé dans les 10 dernières années. Donc, la description de tâches reste la même, elle est assez statique, mais comme je disais tantôt, il y a des changements dans le monde du travail, ce qui fait que les organisations s'adaptent et changent aussi la contrainte ou la charge prescrite. Donc, c'est très dynamique, ça évolue dans le temps. Donc, ça, c'est pour la charge prescrite. Les ressources, c'est tout ce qui touche le travailleur. C'est les caractéristiques du travailleur, c'est tout ce qu'il peut mobiliser de lui-même pour faire son travail. Donc, son fonctionnement cognitif, psychologique, social, son expérience, sa formation, puis son état actuel dans le sens de l'état dans lequel il se trouve la journée même. Donc, s'il a bien dormi, pas bien dormi, s'il a suffisamment mangé, s'il est bouleversé ou pas par une situation personnelle. Donc, l'état actuel dans lequel il se trouve va aussi avoir un impact là, sur sa capacité à faire son travail. Ensuite, la charge réelle. Donc, la charge réelle, c'est tous les efforts qu'un individu va mettre en place, va mobiliser pour arriver à faire la charge prescrite qu'on lui demande. Donc, tous les efforts, toutes les ressources qu'il va mobiliser. Ça inclut aussi, en fait, tout le travail qui va être non réalisé ou partiellement réalisé. Parce que dans la charge réelle, il y a à la fois ce qui est capable de faire et ce qui n'est pas capable de faire. Tout ça, ça fait la charge réelle de travail. C'est ce qui se passe dans la réalité, si on veut, d'une certaine façon. La charge vécue, qui est très liée à la charge réelle, en fait, ils vont vraiment de pair ensemble, c'est ce qui est ressenti par l'individu, son interprétation aussi du vécu. Donc, soit de la satisfaction ou du débordement. Donc, par exemple, si la charge réelle de l'employé, il arrive à faire tout son travail, toutes les tâches, toute la charge prescrite qu'on lui a demandé,
ben, ce qui va être ressenti, ça va être une charge positive, probablement. Il va être satisfait, avoir l'impression d'avoir fait son travail, puis il va être content. Par contre, si la charge réelle inclut des tâches qu'il a fait, puis une partie de tâches qu'il n'a pas fait, ben, probablement la charge va être négative, puis il va sentir du débordement ou de la surcharge, justement. Même chose s'il réussit à faire tout ce qu'on lui a demandé, mais qu'il l'a fait, mais de façon insatisfaisante. Comme je disais tantôt, il a pris un peu des raccourcis, il a essayé pour compléter la tâche, de trouver un peu des compromis. Donc, peut-être que sa charge va être négative parce que oui, il va avoir tout fait ce qu'on lui a demandé, mais il ne sera pas satisfait du résultat, il n'aura pas l'impression d'avoir donné son meilleur, d'avoir donné le meilleur qu'il pouvait donner. Donc, ça peut être aussi une situation où il va sentir du débordement. Donc, c'est vraiment une question d'interprétation puis de ce qui est ressenti par rapport à la charge réelle, qui, elle aussi, dépend de la charge prescrite dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Les processus organisationnels, ben c'est ce dont je parlais tantôt, hein, quand je disais que le monde du travail se transforme et qu'après ça, les organisations doivent s'adapter. Ben, les processus organisationnels, c'est comment les organisations s'adaptent à ces changements-là. Donc, ça veut dire que la charge prescrite, charge réelle, charge vécue, c'est vraiment dépendant de ce qui se passe dans l'organisation. S'il y a des changements organisationnels, tout ça va bouger. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique et qui est interdépendant. Puis les conséquences, je les ai abordées plus tôt aussi, c'est les conséquences sur les personnes ou sur les organisations. Donc, si les gens sentent qu'il y a une charge adéquate, ben, les conséquences vont être positives. Hein? Les gens vont être productifs, vont être bien au travail, il n'y aura pas de problème tant que ça. Mais si les gens vivent une surcharge, c'est là que les conséquences négatives vont apparaître, puis que j'ai nommé tantôt, là, tout ce qui touche à la santé psychologique, physique pour les personnes, puis l'absentéisme, le roulement personnel et tout ça pour les organisations. Donc, si on revient au schéma dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc, on voit la charge prescrite, les contraintes, avec les ressources en haut, à droite et à gauche, avec une flèche qui va vers la charge réelle. Les ressources et charges prescrites influencent la charge réelle. Charge réelle, c'est ce que l'employé va réellement être capable de faire. Et en fonction de ce qu'il est capable de faire ou pas, ben, il va avoir une charge vécue. Donc, soit qu'il va sentir du débordement ou qu'il va être satisfait. Et ça va créer des conséquences dont j'ai parlé aussi un petit peu plus tôt. Puis, vous voyez en bas les processus organisationnels qui viennent influencer tout ce schéma-là. Donc, tout ça bouge, hein, toute s'inter-influence, là. Les conséquences ont aussi des impacts après sur la charge prescrite, les ressources. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont interdépendants. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est pour l'aspect un petit peu plus conceptuel. Après ça, les facteurs qui vont influencer la charge de travail, il y en a plusieurs. Je les ai divisés en deux catégories. Je dirais les facteurs organisationnels puis les facteurs individuels. Donc, dans les facteurs organisationnels, il y en a beaucoup. Vous les voyez là, sur l'acétate, la diapositive. Donc, premièrement, les exigences de la tâche. Est-ce que la tâche qu'on me demande est difficile ou pas? Parce que ça peut varier. Parfois, il y a des tâches qui sont plus difficiles, d'autres qui le sont moins. Donc, ça a un impact. Ensuite, les contradictions dans les attentes fixées. Donc, on parle souvent de conflit de rôle ou d'ambiguïté de rôle. Ça pourrait être, par exemple, dans le cas d'un travail social, d'une intervenante, l'employeur qui a des exigences ou des demandes qui sont contradictoires avec les besoins identifiés par le client. Puis, l'ordre professionnel, dans le cas de déontologie, qui a des attentes ou des demandes qui sont un peu aussi contradictoires avec les demandes de l'employeur, par exemple. Donc, ça place l'intervenant dans des situations délicates, des situations de conflit de rôle. Puis, ça a un impact sur la charge de travail, parce qu'un conflit de rôle, ça vient un peu mettre je pourrais dire, du sable dans l'engrenage. Les choses ne vont pas tourner rondement plus facilement. Il faut s'asseoir, il faut y réfléchir, il faut investir du temps pour trouver une solution qui va être la moins dommageable possible. Donc, ça augmente la charge de travail d'avoir des contradictions de ce genre-là dans les tâches. La capacité d'utiliser ses compétences. Donc, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on me demande comme tâche, est-ce que ça correspond à ce que je suis capable de faire? Si oui, tant mieux, c'est parfait. Un sentiment de compétence est là, puis ça augmente pas ou ça fait pas de pression sur la charge de travail. Mais si c'est pas le cas, là, il y a un problème et c'est là aussi qu'il peut y avoir un sentiment de surcharge parce qu'on me demande des choses pour lesquelles je me sens pas compétent de faire. L'autonomie décisionnelle, ça aussi, c'est un élément très important qui a quand même un impact sur la satisfaction au travail. C'est, dans le fond, la latitude qu'on me donne pour choisir comment je vais faire mon travail. Est-ce que mon travail est déjà tout décidé d'avance? Est-ce que je dois suivre des processus très rigides? Ou si j'ai la capacité de prendre des décisions puis de choisir comment je vais compléter certaines choses, comment je vais faire certaines tâches. Hein? J'ai un objectif à atteindre, mais les moyens, on me donne vraiment la latitude pour les choisir. Donc, plus on a de latitude, normalement, à moins d'exceptions, de particularités, mais en général, plus on a de latitude ou de l'autonomie, moins on sent la charge de travail comme quelque chose de lourd. Les ressources disponibles, donc soit des ressources matérielles ou des ressources d'encadrement. Hein, quand je parlais de supervision clinique, ça rentre là-dedans aussi. Moins on a de ressources disponibles pour nous soutenir dans notre travail, plus la charge est élevée.
Ensuite, dans la colonne de droite, les contraintes temporelles, donc tout ce qui touche les urgences, les délais serrés, parfois même irréalistes pour faire certaines tâches. Donc, évidemment, ça crée une pression. Hein, plus on se sent pressé par le temps, plus la charge aussi va être élevée parce qu'on doit faire beaucoup en peu de temps. Même chose pour les interruptions fréquentes. Donc, interruption, ça peut être des courriels, des téléphones, mais ça peut être aussi parfois les gens qui travaillent en milieu de vie, donc parfois dans des ressources d'hébergement communautaire ou en CHSLD, qui ont l'impression, dans le fond, qu'ils doivent être toujours disponibles en tout temps pour toute demande, hein, soit d'un collègue préposé bénéficiaire, infirmier, même un résident, qui ont dans le fond toujours la porte ouverte de son bureau, qui est toujours interrompu. Ben, ça aussi, ça donne un sentiment de surcharge parce qu'en fait, c'est comme on commence quelque chose, puis on n'arrive jamais à le terminer, on est toujours en train de s'interrompre pour faire autre chose. Donc, ça aussi, ça a un impact très important. Le nombre de responsabilités, on pourrait mettre aussi le nombre de dossiers, le nombre de clients, le nombre de tout ce qu'on a à faire. Là. Ça rentre aussi dans les facteurs organisationnels. La reconnaissance, ça aussi, c'est un élément important qui peut vraiment, en fait, avoir une bonne reconnaissance, ça peut avoir un impact assez significatif sur le sentiment de surcharge. Plus on est reconnu, plus on se sent soutenu. C'est vraiment un facteur de protection là, par rapport à la surcharge de travail. Puis la reconnaissance, c'est pas juste la reconnaissance, oui, du travail et des résultats qu'on atteint, c'est sûr que c'est important, hein, ça fait partie du travail, mais c'est aussi la reconnaissance des efforts. Parce que parfois, puis je pense qu'en intervention, vous êtes d'accord, là, le résultat n'est pas toujours ce qu'on souhaiterait ou c'est pas ça peut prendre toutes sortes de formes. Parfois, on souhaiterait quelque chose de plus, de différent pour notre client, puis on arrive à quelque chose qui est peut-être intermédiaire ou un moindre mal, ça arrive parfois. Mais c'est pas parce que le résultat n'est pas ce qu'on attendait au départ, qu'il n'y a pas des efforts qui ont été investis, puis de reconnaître ces efforts-là, c'est important aussi. Même chose pour la reconnaissance de la personne, que les employés ne se sentent pas comme un numéro. Hein, c'est des individus à part entière avec des besoins particuliers, des spécificités. Donc, quand on a ce sentiment de reconnaissance-là, ça joue aussi positivement par rapport à notre charge de travail. Et finalement, le soutien social. Est-ce que j'ai quelqu'un dans mon milieu de travail sur qui je peux compter ou que je peux aller voir si j'ai des questionnements? Est-ce que je peux ventiler? Est-ce que je peux aller chercher des conseils, des avis? Est-ce que je peux avoir du plaisir aussi avec mes collègues? En soutien social, ça peut être juste passer dans le bureau, faire une petite blague, puis après ça, on continue notre journée. Donc, des petits moments de repos, de détente, des petites pauses. Donc, ça aussi, ça a un impact aussi. Quand j'ai l'impression que je roule toujours à 100 000 à l'heure, je peux pas aller chercher du support, j'ai personne à qui parler, bien, la charge de travail en prend un coup. Elle a l'air beaucoup plus lourde à ce moment-là parce que j'ai pas de soutien. Au niveau des facteurs individuels, il y en a un peu moins, par exemple, des fois. Je sais plus les facteurs organisationnels là, qui ont l'air d'avoir un impact, mais il y en a quand même. Donc, les facteurs individuels, l'intérêt pour la tâche. Est-ce que vous faites un travail que vous aimez? Donc, c'est sûr que si vous faites un travail et que vous n'aimez pas ça, la charge va vous paraître plus lourde, c'est sûr et certain. Ensuite, les habiletés, connaissances et compétences pour accomplir le travail. Sentez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre travail ou si vous sentez qu'il y a un écart important entre ce qu'on vous demande et ce que vous avez comme ressources pour y répondre. Les attentes et les exigences personnelles, c'est sûr que vos attentes personnelles par rapport à votre travail, si vous êtes une personne très perfectionniste, par exemple, ben ça aussi, ça va avoir un impact sur votre sentiment de surcharge. Plus on a le désir ou l'intention d'atteindre les choses parfaitement, plus on se met de la pression et plus ça va aussi influencer là, la charge de travail. Et les compétences pour la gestion du temps, du stress, des priorités. On met souvent l'accent là-dessus. Bon, malheureusement, on nommait peut-être tout le reste, tout ce que je viens de nommer. Là, on met souvent l'accent sur le fait qu'on ne gère pas suffisamment notre temps, notre stress, nos priorités. Là. Mais ça reste que c'est quand même important. Être capable de gérer son stress, ses priorités dans des situations d'urgence, c'est clair que c'est important. Là. Donc, il faut pas le négliger. C'est quelque chose qu'on peut améliorer tout le temps. Donc, ça fait partie des facteurs individuels qui peuvent nous aider aussi à mieux composer avec la charge de travail. Donc, j'avais envie de vous suggérer des pistes de réflexion que vous pourrez mijoter peut-être après le webinaire si vous en avez envie. Je l'ai dit à quelques reprises, puis je vais le redire, là, la charge, en fait, c'est ça, le deuxième point, là, la charge prescrite, ce n'est pas que la quantité de travail ou de dossiers à traiter. On vient de le voir, c'est vraiment plusieurs facteurs, puis c'est des exigences, oui, quantitatives, c'est important de le prendre en considération, mais c'est pas juste quantitatif, c'est aussi qualitatif, je dirais même affectif. C'est des conflits de rôle, c'est un peu tout ce que j'ai nommé tantôt. Là. Donc, c'est important de se rappeler de ça, hein, quand on parle de charge de travail, c'est pas juste le nombre de dossiers qu'on a traités, mais c'est tout ce qui entoure aussi notre travail. Donc, agir sur la charge de travail, je reviens au premier point, c'est intervenir sur un ensemble de facteurs, oui, individuels, mais aussi organisationnels. Donc, si vous allez voir votre employeur, votre gestionnaire, puis que vous dites que vous vivez une surcharge de travail, puis que son premier réflexe, c'est de vous dire de faire une formation sur la gestion du temps, ben je pense qu'il est passé à côté de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de formation sur la gestion du temps, mais il y a vraiment une analyse
plus profonde à faire quand on parle de surcharge, voir tout c'est quoi les conditions un peu alentour de votre travail pour identifier c'est quoi qui crée la surcharge, puis pouvoir agir sur ça. Peut-être que vous avez déjà une super bonne gestion du temps, mais que vous avez zéro soutien social ou que vous n'avez pas de supervision clinique ou que vous avez énormément de dossiers avec des conflits de rôle, comme je donnais tantôt, des enjeux éthiques. Donc, c'est sûr que comment vous irez gérer votre temps, ça ne va pas être très aidant sur votre charge de travail. Donc, c'est vraiment important de prendre tous ces facteurs-là en considération quand vous parlez de votre charge de travail entre vous avec votre employeur. Le troisième point qui fait un peu suite à ce que je suis en train de dire, c'est que négocier sa charge de travail, c'est négocier ses conditions de travail et de pratique. Parce que dans le fond, si on parle de surcharge de travail, c'est parce qu'on voit que ça a un impact sur le travail. On a le sentiment soit qu'on n'arrive pas à le faire correctement, ou qu'on ne le fait pas du tout, ou qu'on n'arrive pas à tout faire. Donc, on négocie notre charge de travail, pas pour le plaisir parce qu'on ne veut pas travailler. On le fait dans le but que le travail soit mieux fait ou fait, tout simplement. Fait, bien fait ou mieux fait. Donc, la question qu'on a besoin de se poser quand on veut aller parler de ça ou essayer d'avoir un impact là-dessus, c'est de quoi ai-je besoin pour mieux ou bien desservir les clients ou les participants ou les usagers. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein, c'est pas juste pour s'alléger la tâche ou parce qu'on n'a pas envie. Moi, les intervenants que j'ai côtoyés dans ma vie, c'est des gens de cœur qui ont le goût de bien faire leur travail, qui ont le goût de bien desservir leur clientèle. Donc, quand on va parler de charge de travail, c'est aussi parler de ces conditions de pratique. Et le dernier point, dernière piste de réflexion, pour augmenter la sensibilité des gestionnaires à la charge de travail, ils doivent mieux comprendre la tâche, mieux comprendre aussi les rôles et le vécu quotidien des employés. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu fréquemment, puis que j'ai vu aussi. C'est difficile de comprendre la charge de travail de quelqu'un quand on ne comprend pas ce qu'elle fait. Parce que le travail, c'est complexe. Hein? Des fois, on essaie de décrire ça rapidement en donnant des grandes catégories de tâches. Voici à peu près ce que je fais. Mais quand on essaie de transférer ça dans le quotidien puis de montrer qu'est-ce que ça implique au jour le jour, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Si les employeurs, les gestionnaires ne comprennent pas ça, ben, ils ne peuvent pas comprendre votre charge de travail, puis ils ne peuvent pas comprendre comment ils peuvent vous aider par rapport à ça non plus. C'est dans ces moments-là, quand on ne comprend pas, qu'on prend des raccourcis, qu'on prend des mauvaises décisions, puis ces décisions-là peuvent aussi avoir comme impact qu'on augmente la charge au lieu de la diminuer, alors qu'au départ, on souhaitait la diminuer. Donc, c'est vraiment très, très important que ce soit bien compris et saisi par les gestionnaires. Donc, votre travail, votre charge et qu'est-ce que ça implique au quotidien. S'ils ne le savent pas déjà. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Donc, c'est important qu'ils puissent s'en rendre compte. Donc, c'était pour mes pistes de réflexion. Donc, pour la suite, pour en savoir plus, si vous avez le goût de continuer à réfléchir à ça ou d'en parler peut-être. Comme je disais tantôt, il va y avoir une activité réseautage. Ça va avoir lieu le mercredi 8 novembre de 18h à 20h. Ça va être à Montréal. Le lieu est encore à déterminer. Je suis en train de regarder le meilleur lieu possible. J'ai quelques options. C'est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à l'activité. Puis si vous voulez les détails, savoir si oui, tout ça, vous pouvez aller sur le site de la communauté. J'ai laissé l'adresse sur la diapositive, donc communauté.lespointsdéquilibre.com. Donc, ça va être une activité réseautage. Autour, c'est vraiment pour faire suite au webinaire, là, vraiment pour parler de surcharge, puis discuter ensemble des solutions, parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà essayé des choses, qui ont des moyens pour faciliter justement ou mieux composer avec la charge de travail. On ne peut pas agir sur tous les facteurs tout le temps, on n'a pas du pouvoir sur tout, mais peut-être que vous avez trouvé certaines pistes ou certains facteurs sur lesquels vous avez plus de pouvoir, puis vous avez le goût de partager ça avec les autres pour donner vos trucs, ou en tout cas inspirer des personnes à trouver des solutions. Donc, ça peut être un lieu intéressant pour ça. Puis, pour toutes les autres activités, si vous ne pouvez pas venir à l'activité, vous aimeriez savoir plus largement ce qui se passe, il y a une infolette aussi qui est disponible. Vous pouvez vous inscrire sur le même site web, communauté.lespointsdéquilibre.com. Laissez votre nom, votre adresse courriel, puis vous allez recevoir régulièrement des updates sur ce qui se passe, ce qui s'en vient. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi aussi. Donc, c'est un moyen de communication, dans le fond, pour vous laisser savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça a répondu peut-être à certaines interrogations. Puis, j'avais peut-être envie qu'on se laisse quelques minutes pour certaines questions. S'il y en a qui ont des questions à poser ou des commentaires, ça me ferait bien plaisir de les lire et de vous les lire. Oui, donc SM, je m'excuse, j'ai pas vos noms complets. Merci, c'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Tant mieux si ça vous intéressait. C'était l'objectif aussi. Donc, j'ai une question. Sabrina, voilà, je viens de voir son nom. Donc, Sabrina, merci. Possible d'avoir les diapositives.
j'avais pas pensé à ça. Et, je pourrais les mettre en fait sur le site web. Je pensais mettre le webinaire, le vidéo, que je vais rendre disponible sur le site de la communauté. Je pourrais joindre à ça peut-être les acétates en PDF. Oui, je pourrais vous le mettre en haut, c'est une bonne idée. Je pourrais vous le mettre en PDF, Sabrina. Ça serait, je pourrais l'ajouter au site web. Donc peut-être juste dans les prochaines semaines, je vais essayer de le faire cette semaine-là, de rendre ça disponible sur le site web de la communauté, puis vous pourrez y avoir accès à ce moment-là. Ça vous va? De rien, ça fait plaisir. Une autre personne qui m'a dit que c'était intéressant, j'ai pas votre nom, S6. Donc, bonjour S6, spectateur 6, ça m'a fait plaisir. Donc, c'est ça, j'avais une petite question aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ou comment faire, quoi faire si justement la charge de travail est très élevée, comment on peut agir par rapport à ça. Donc, étant donné là, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est sûr que c'est quand même complexe. Je ne vais pas donner une réponse facile ou en fait, il n'y en a pas de réponse facile. Mais je vous dirais que une des premières choses que vous pouvez faire, hein, c'est toujours d'en parler avec votre gestionnaire. C'est une des personnes qui peut vous aider le plus par rapport à ça. Je pense que le réflexe, c'est souvent de penser que on est mieux de t'en parler au gestionnaire parce que quand on dit qu'on est surchargé, on a l'air d'être paresseux ou on a l'air de ne pas être compétent. C'est pas le cas. Je pense que si vous vous préparez bien, comme je disais, si vous savez comment parler de votre travail, comment le décrire, comment le présenter, vous êtes capable de le faire d'une façon structurée, puis vous êtes capable de démontrer en quoi c'est trop pour vous en ce moment ou quel facteur, hein, vous arrivez avec quelque chose de très clair, vous utilisez les facteurs qu'on a présentés aujourd'hui, vous dites, ben, voici de quoi j'ai besoin, voici ce que je n'ai pas, voici ce que j'ai, voici ce qui m'aide, voici les facteurs qui sont aidants ou pas. Si vous arrivez avec un portrait clair, ben, vous arrivez organisé, puis ça vous donne beaucoup de crédibilité. Donc, je pense de vous préparer, de communiquer auprès de votre gestionnaire vos besoins puis vos attentes par rapport à ça. Puis, de pas hésiter à arriver avec un plan. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un gestionnaire qu'un employé qui se soit dans son bureau qui dit « j'ai trop de travail » puis qui propose aucune solution. Donc, encore une fois, de bien vous organiser, de bien vous préparer. Si vous avez une surcharge de travail, identifiez c'est quoi les facteurs qui sont pas aidants pour vous, puis arrivez avec des pistes de solutions. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va être appliqué, mais ça vous fait au moins une base de négociation. Donc, ça, je pense que c'est très, très important. Puis, un autre élément que vous pouvez ajouter peut-être à votre boîte à outils, ça dépend toujours de vos milieux aussi, mais c'est de faire appel au syndicat, pas quand vous êtes syndiqué, pas toujours pour aller négocier avec vous ou pour vous, mais pour qu'ils vous donnent des pistes, parce qu'ils aussi sont habitués à ce genre de situation-là, donc ils peuvent vous donner des pistes. Si vous n'avez pas de syndicat, peut-être vous avez un comité d'employés, ça peut être intéressant de les consulter aussi, tout dépendant du milieu. Puis si vous êtes plusieurs à vivre cette situation-là, peut-être de vous regrouper puis faire une demande plus collective, tu sais, comme en tant qu'équipe, voici ce qu'on aimerait proposer comme changement parce qu'on sent que la charge est trop importante. Mais c'est sûr qu'une des clés, vous pouvez toujours faire des choses individuellement, là, agir individuellement sur les causes de votre surcharge quand c'est possible, c'est toujours possible, il faut d'abord les identifier, vous pouvez le faire par vous-même, mais de communiquer votre besoin auprès de l'employeur, c'est sûr que ça va être une piste intéressante. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, j'ai pas eu d'autres questions, d'autres commentaires. Donc, si ça va pour tout le monde, ben, je vais prendre le temps de vous remercier. Merci de votre présence, de votre participation. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça a suscité des réflexions, puis vous donner le goût d'agir là-dessus. Donc, ben, peut-être au plaisir de vous voir prochainement à l'activité réseautage. Hélène, ben merci. Merci beaucoup, Hélène, pour ton commentaire. Ça m'a fait plaisir. Donc, au plaisir peut-être de vous voir à l'activité réseautage ou en tout cas entendre parler de vous, soit sur l'infolette ou dans d'autres initiatives. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup.